Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour cette première édition du mois d'avril. Voici les titres de votre journal. C'est un moment évidemment attendu par les enfants mais aussi par les plus gourmands. En ce lundi de Pâques, une grande chasse aux œufs était organisée au parc Princesse Antoinette. Connaissez-vous le phénomène du BookTok? Ce sont des personnes qui partagent leurs conseils lecture sur le célèbre réseau TikTok. Un club 2.0 qui connaît un large succès et qui a le mérite de séduire la jeune génération à la littérature. Et nous en parlerons avec la booktokeuse Valentine Thédault, créatrice du conte en toutes lettres. Nous recevrons ce soir également le vice-champion de France en salle de saut à la perche, Jean Voloc. Et à la fin de ce JT, nous vous proposerons un grand format consacré au concert du week-end donné à l'occasion du festival Printemps des Arts. Ces fêtes de Pâques sont synonymes de nombreuses traditions religieuses, bien évidemment, mais la plus appréciée de tous, et particulièrement des enfants et des gourmands, c'est assurément la chasse aux œufs en chocolat. Retour sur celle organisée au parc Princesse Antoinette avec Alban Gingembre et Camille Caloni. Les cloches sont passées à Monaco et s'il y a bien une chose que les enfants aiment faire après avoir reçu leurs œufs de Pâques, les manger. Les chocolats, c'est trop bon. J'ai eu des lapins au chocolat, des œufs et des poussins. Le parc Princesse Antoinette a pris des allures de basse-cour en hommage aux animaux de Pâques. Les enfants ont pu s'amuser autour des divers ateliers mis en place pour l'occasion. On a fait venir des éleveurs où ils pourront s'approcher de poules, cochons, des petits moutons et des lapins. Il y a également un atelier de décoration de biscuits de Pâques, une distribution de chocolat. Il va y avoir des mascottes qui vont déambuler dans le parc, un atelier de maquillage et pour les enfants qui le souhaitent, ils pourront faire aussi du coloriage. On a décoré des biscuits. J'ai adoré faire la décoration parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec. C'est super, nous on est très contents. En plus il fait beau donc on en profite et puis Gabin il adore. T'es content? Je regarde un peu les animaux. Avec ces ateliers, tout le monde est réuni dans la joie et la bonne humeur. C'est aussi un rappel des traditions qui continuent d'exister, même chez les enfants. Déjà, Jésus est ressuscité ce jour-là. Et Pâques, on est tous ensemble, on est en famille et on s'amuse bien. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à savourer vos jolis biscuits. C'est un hashtag qui fait le buzz depuis quelques mois. BookTok, la contraction de book, livre en anglais, et de Tok, faisant référence au réseau social TikTok. Il regroupe des millions de vidéos qui parcourent un vaste éventail littéraire. Son plus, toucher un jeune public grâce à des vidéos créatives et spontanées. Valentine Thédault est à l'origine du conte en toutes lettres, suivie par plus de 20 000 personnes. Elle est l'une des booktokeuses françaises les plus influentes. Elle est notre invitée ce soir. C'est un entretien réalisé par Julia Vial. Bonsoir à vous, Valentine Thédault. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés pour nous parler de lecture. Vous avez en effet réussi la prouesse, on peut le dire, grâce à votre compte TikTok, d'inciter les jeunes à lire. Alors, simplement, comment vous y êtes arrivée, Valentine ? J'ai créé ce compte il y a 3 ans sur TikTok. J'avais envie de partager ma passion pour la littérature. Et ça s'est fait très naturellement. Je connaissais mal la plateforme au départ. Et puis, j'ai essayé de, on va dire, résoudre ce conflit qu'il y a entre le temps long de la lecture et puis le temps très court des réseaux sociaux. Et j'ai essayé d'inventer à ma façon des formats pour donner envie à travers une citation qui est lue, à travers la couverture d'un livre, un petit résumé. Et ça a commencé un peu comme ça par accident. Vous avez réussi un petit peu à démocratiser la lecture et son accès. Pourquoi, selon vous, les jeunes se sont en quelque sorte désintéressés de cette lecture ? Alors, je ne sais pas si les jeunes se désintéressent de la lecture. Je pense qu'ils ne sont peut-être pas forcément attirés par les lectures de classiques qu'on peut proposer dans les programmes scolaires, mais je crois que les jeunes lisent beaucoup. Ils lisent juste d'autres formes de littérature qui sont un peu considérées comme moins bien. Par exemple, les mangas, la littérature jeunesse avec la romance, la fantaisie. Ce sont aussi des formes de littérature. Certes, elles ne sont pas au programme scolaire, mais je crois qu'il y a quand même un intérêt de la littérature. En tout cas pour la lecture, et je l'ai vu puisque j'ai vu cet engouement autour de ce phénomène qu'on appelle BookTok, qui est la contraction de book et talk de TikTok. Et quand on voit que c'est le hashtag qui est le plus utilisé aujourd'hui sur TikTok avec, alors je sais plus, il faudrait regarder les compteurs, mais je crois que c'est près de 100 milliards de vues. Je crois que c'est un sujet qui intéresse. Et si TikTok
cet écran-là peut amener à ouvrir un livre, moi je trouve que c'est génial. Les réseaux sociaux, en plus, sont souvent accusés, c'est vrai, de niveler par le bas leurs utilisateurs, avec parfois du contenu considéré comme aliénant. Vous êtes la preuve que l'on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins positives, clairement. Je pense que les réseaux sociaux, on en dit beaucoup de mal, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une manière formidable de se cultiver. Il y a de plus en plus de comptes, que ce soit voilà, sur la littérature, sur la culture, sur l'art. Ça donne aussi des idées de ce qu'on a envie de lire, de découvrir. Et même moi, je découvre beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de créateurs de contenu talentueux. Et je pense que c'est aussi un moyen d'explorer la créativité autrement, puisque les réseaux sociaux, ils invitent à renouveler les formats traditionnels du documentaire ou de l'article. Et justement, c'est intéressant aussi de voir comment les discours ils vont être façonnés selon le média. Et ouais, c'est une super source de créativité aussi. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants, mais l'apprentissage de la lecture, notamment en milieu scolaire, peut-être va évoluer vers des formats plus ludiques. Est-ce qu'on peut l'imaginer, vous qui êtes vraiment en plein dedans ? Alors, donc je suis assez loin du milieu de l'enseignement, mais ce que moi j'observe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de créateurs qui invitent à des lectures communes. Par exemple, cette semaine, on propose qu'on lit tous tel roman, telle nouvelle, et après inciter le créateur avec sa communauté à partager ses avis de lecture, que ce soit via un live, et aussi parfois des rencontres. Moi, j'ai fait comme ça quelques rencontres pour passer du virtuel au réel, avec des personnes appartenant aux communautés qui se proposent, parce qu'il y a aussi ce truc d'être ensemble dans une lecture, l'aspect communautaire, je pense qu'il encourage et donne envie aussi de partager ce moment, et donc il encourage la lecture, donc ça c'est intéressant. Alors qu'à la base c'est tout de même une activité plutôt solitaire, là on la rend un petit peu enthousiaste et commune. C'est sur TikTok où la communauté est le plus encline à réagir, à commenter. Et même, on observe aussi que c'est des âges très différents. Moi, je peux avoir une communauté où c'est une majorité de jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, mais il y a aussi des personnes beaucoup plus âgées qui vont interagir sur de différentes sortes de commentaires. La jeunesse, ça va être plutôt des réactions assez spontanées dans l'émotion, et des profils un peu plus âgés, mais vraiment, par exemple, qui ont une 60aine d'années, et ça, je l'observe, vont avoir des commentaires plus experts, etc. Donc, c'est assez marrant à observer que les générations se retrouvent dans ces commentaires-là sur les réseaux sociaux. Votre communauté va bientôt pouvoir réagir sur votre premier roman. Voilà, vous allez sortir votre tout premier ouvrage, Petite fille, qui sortira en mai aux éditions du Rocher. Dites-nous en plus sur son contenu. Alors, Petite fille, c'est un premier roman qui est très intime, qui parle d'un double deuil, on va dire. C'est d'une part ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est-à-dire le deuil d'une personne qui est encore vivante, mais qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer et donc, dont on fait le deuil. Et un deuil amoureux, et ces deux histoires qui se croisent, parce que cette petite fille, cette narratrice, tout au long de ce récit, on va la voir grandir, construire son identité, entre les souvenirs dont elle se remémore de son enfance, et puis ce qu'elle vit au jour le jour. Elle va interroger toute la transmission qu'elle a eue par sa grand-mère. Et il y a des moments aussi où les époques se superposent, où la petite fille vit des choses qui pourraient être des expériences vécues de la grand-mère. Voilà, c'est une traversée de la mémoire. Ça parle d'amour, ça parle de deuil, et puis surtout, c'est un récit, j'espère, qui est lumineux et qui est plein de vie. Merci d'être à nos côtés pour nous parler de lecture. Vous avez en effet réussi la prouesse grâce à votre compte TikTok d'inciter les jeunes à lire. Comment simplement vous y êtes parvenu? Merci beaucoup. Et si les animaux pouvaient soutenir les aînés dans leur thérapie, en plus de les réconforter dans leur quotidien? C'est tout l'objet de l'association Chiens de Cœur. Elle organise des visites dans les EHPAD monégasques depuis 2013. Un moyen pour les personnes âgées de rompre avec la solitude, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage réalisé par Théo Schumer. Le bonheur n'est jamais très loin. Amenez quelques chiens très câlins, attendez de jolis rayons de soleil et le tour est joué. Cette recette à succès, Chiens de Cœur l'a bien comprise, ça fait déjà 11 ans qu'elle existe. On a commencé l'association avec des gens qui avaient l'idée qu'on pouvait faire quelque chose en principauté pour des aînés. Et on a commencé l'association il y a 11 ans. On rend visite chaque semaine
dans un des établissements de la principauté, ou bien là qui étudie Cap-Fleury, Hector Otto, Guillaume ou Bellandro de Castro. Et on vient ici chaque 2 semaines le matin au CR3. Et on vient d'agrandir le service qu'on donne donc avec nos visites. Et au CHPG, le service de la psychiatrie nous a demandé de les visiter aussi avec nos chiens. Donc on est fiers quand même qu'il y a cette confiance entre l'hôpital et nous. Une confiance réciproque entre l'association et le CHPG qui dure depuis 2014 et qui rend très fière la direction. Je souhaite vraiment mettre à l'honneur le partenariat qu'il y a entre le CHPG et Chiens de Cœur et qui mène ces actions bénévoles, comme leur nom l'indique, avec beaucoup de cœur et beaucoup de dynamisme, parce qu'elles sont extrêmement précieuses pour nos patients. Donc je voulais dire un grand merci. Mais la venue des chiens n'est pas seulement réconfortante, elle a aussi prouvé de véritables bienfaits sur la santé. Hormis le bien-être, effectivement, on a vu que d'un point de vue neuropsychologique, les patients avaient moins de troubles du comportement après la séance. C'est des choses qu'on a pu objectiver avec des échelles notamment, qu'on avait mis en place à destination des soignants. Et effectivement, on a eu des résultats après la séance et dans le temps aussi. Les bénévoles et leurs chiens se font de plus en plus nombreux, mais les nouveaux venus sont toujours les bienvenus pour continuer d'apporter du bonheur avec l'association Chiens de Cœur. Ce soir, nous vous proposons un focus sur le marché de la seconde main. Tous secteurs confondus, il représenterait 105 milliards d'euros dans le monde. La vente de vêtements d'occasion représente à elle seule plus de 30 milliards d'euros. Conviction écologique, atout économique, comment expliquer cette tendance? Exemple ici à Monaco avec cette enquête signée Théo Schumer. Vendre et acheter des vêtements ou des objets déjà utilisés, c'est aujourd'hui tendance dans le monde entier. Et Monaco n'y fait pas exception. Bien que symbole de faste et de glamour, la principauté n'est pas réservée qu'à la première main. Le luxe peut aussi s'acheter d'occasion, comme au dressing, tenu par Hélène depuis près de 25 ans. Chez le dressing, on vient qu'on en a trop de choses dans le placard qu'on veut se débarrasser. Et nous, on le vend. On se met d'accord sur le prix. On trouvera une bonne moyenne pour que je le vende et que vous êtes contente. Cet article-là, par exemple, il est arrivé quand et comment Ça fait peut-être une semaine. Et combien on vend ça? On va voir 1100 €. Il est vraiment tout neuf. Ça fait bientôt 25 ans. Et je commençais avec une petite boutique à Beau-Soleil. Après, je suis ouvert rue de Soranger, une rue plus bas. Et ça fait 10-11 ans, je suis ouvert les deux boutiques ici au Princesse Florestine. Attendez, je vais vous montrer la deuxième boutique. Fashion. C'est ici. Fashion. Voici la deuxième boutique. Avec beaucoup de sacs Valentino, Gucci, Prada, Christian Dior et beaucoup de vêtements. Et surtout, un très grand choix. Si son commerce fonctionne depuis 2 décennies, c'est parce que de la haute couture, même d'occasion, c'est toujours de la haute couture. Et ça, Hélène et ses clientes l'ont bien compris. L'essentiel est que les articles restent en bon état. À l'époque, c'était une idée qui est venue avec les copines. On se voyait à la maison, on se changeait le vêtement, on buvait du champagne et on s'est amusé. Et toute l'idée est venue de là. Et là, je parle de plus de 25 ans de ça. On a de la chance à Monaco parce que les femmes, elles changent beaucoup de vêtements parce que c'est un peu mal vu de porter la même chose 2 fois. Et ici, ça le permet de revendre d'un côté et de racheter de nouveau. Et nous, on est contents, on a toujours de la nouvelle marchandise qui arrive. À Monaco, haut de gamme et seconde main ne sont donc pas un oxymore, mais l'occasion, ce n'est pas que du luxe. Ce marché a connu une ascension fulgurante de 20% depuis 2020, l'année où la crise économique était au plus haut. Alicia, de son côté, a profité de cette nouvelle niche et vend aujourd'hui des vêtements et accessoires pour enfants sur sa boutique en ligne. Nous l'avions rencontrée à son lancement il y a 1 an et depuis, Nous Demain a bien évolué. Il y a eu une grosse évolution depuis 1 an, puisque en 1 an, il a fallu mettre beaucoup de pièces pour qu'il y ait du choix pour nos clients. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2100 pièces sur le site. Il y a eu aussi la vente en fait de 1104 pièces qui ont retrouvé une seconde vie, donc principalement dans Monaco et dans les communes limitrophes. Et on a même, pour vous montrer, des pièces avec, qui sont neuves, donc qui ont soit été jamais mises parce que l'enfant a grandi trop vite et le parent n'a pas pu lui mettre,
Là, par exemple, c'est le cas aussi de ce pantalon. Il y a eu aussi des changements au niveau livraison. Elles se font soit dans un point retrait, une boutique qui joue le jeu et qui a adhéré à notre projet dans Monaco, ou bien elles se font directement chez la personne avec notre petite voiturette électrique, voilà, ou bien à vélo. Il y a eu bien sûr le label du commerce engagé. Donc ça, c'était quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur dans notre projet. Un label bien mérité parce que le marché de l'occasion doit son essor à la crise économique, mais également à la crise climatique. La prise de conscience écologique a poussé les ménages à acheter moins et moins cher, mais plus éthique et plus durable. Et avec sa boutique, Alicia a coché toutes ces cases. On sait très bien que tout ce qui est déjà dans la mode, c'est un impact carbone, un impact environnemental vraiment désastreux. Donc il faut trouver des alternatives. Alors il y a vraiment un changement de mentalité et je suis ravie d'ailleurs sur ça, puisque au début j'avais vraiment des personnes très réfractaires, mais une fois qu'ils réfléchissent un peu plus sur le côté environnemental, ils se disent ah ouais, quand même c'est intéressant au niveau impact, le fait de pouvoir consommer localement, d'éviter tous ces transports, notamment de chercher, de se déplacer. Voilà, on a des pièces qui finalement sont là et on peut les avoir en plus rapidement en limitant l'impact, donc c'est quand même super. Ces dernières années, la principauté a su se distinguer avec ce nouveau marché très rentable, que ce soit avec les vêtements, les accessoires, les meubles ou même les voitures, tout le monde peut y trouver son compte. Bref, la seconde main a encore de beaux jours devant elle à Monaco. Parlons sport à présent. Si je vous dis Sergueï Boubka, Jean Galfion ou encore plus récemment les frères Lavilloni ou Mando Duplantis. Ces athlètes ont marqué l'histoire du saut à la perche. C'est la discipline que pratique également Jean Voloc. Après avoir décroché l'or au dernier Jeux des Petits États d'Europe, cet agent de la Sûreté publique est devenu en mars dernier vice-champion de France en salle. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Jean Voloc. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir. On peut le dire, cette saison aura été exceptionnelle pour vous. Ouais, très belle saison. On a commencé doucement, avec quelques appréhensions, étant donné que la préparation n'était pas très bonne par rapport à l'année dernière, mais on a réussi à être régulier et à faire de belles performances. On peut dire que c'est un retour gagnant pour vous, parce qu'on le précise, vous aviez mis la perche entre parenthèses pendant un temps. J'ai fait des choix qui font que j'ai dû mettre entre parenthèses la perche. J'ai dû arrêter 1 ou 2 ans et je reviens à mon meilleur niveau, donc retour gagnant complètement. Ouais. Alors en mars dernier, vous êtes devenu vice-champion de France en salle à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Quelles ont été les sensations sur place? Très bonne sensation, on était venu pour une médaille, voir le titre. Après, j'aime pas dire que je viens pour le titre parce que c'est un peu trop ambitieux à mon goût. La piste était bonne, les perches ça avançait tout seul, c'était facile. Donc on savait qu'on allait faire quelque chose de bien et on a quand même fait la 2e place, donc on est content avec le coach, on a bien bossé. Est-ce que cela vient confirmer l'or que vous avez décroché aux Jeux des Petits États d'Europe à Malte en 2023? C'était votre première participation à cette compétition? Ouais, première participation où j'ai pu remporter l'or. On peut dire que c'est en continuité, et en fait on arrive à mettre des choses en place et petit à petit ça va payer pour l'année prochaine, parce qu'on pense vraiment déjà à l'année prochaine. Là, votre record personnel s'élève à combien, Jean? 5,40 cette année, et sinon j'ai fait 5,50 en 2019. Et là, du coup, les objectifs pour la saison prochaine? Il y a eu un peu de changement dans la vie, donc je pense que cet été on va s'adapter. J'ai été papa, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, les nuits sont plus difficiles et les journées aussi, donc on va s'adapter cet été et l'objectif sera d'en remporter encore une fois l'or à Andorre l'année prochaine. Vous avez commencé la perche à quel âge, Jean? À 15 ans. À 15 ans j'ai commencé la perche. Qu'est-ce qui vous a donné le goût à cette discipline? Qu'est-ce qui vous a attiré? Au début rien du tout, Au début j'ai essayé la perche, j'étais pas bon du tout, j'y arrivais pas, j'ai essayé de faire de la hauteur et j'étais encore plus mauvais. Donc j'ai dit bon, il va falloir que je m'aide vraiment à être sérieux dans une discipline, et les premières sensations ont fait que je me suis mis directement à aimer ça, quoi. C'est indescriptible. Parce que c'est une discipline très rigoureuse, Oui, on s'entraîne du lundi au samedi, avec beaucoup de récupération. Donc si on n'est pas régulier, il n'y a pas de performance, d'où peut-être cette petite pause cet été, afin de me recentrer et de savoir vraiment ce qu'on veut faire pour l'année prochaine. Faut savoir être patient, et on ne peut pas faire la perche à 50%, il faut vraiment le faire à 200%.
C'est l'une des qualités à avoir pour performer? Être rigoureux, oui, c'est obligatoire. Si on n'a pas ça, on ne performe pas après dans d'autres disciplines aussi, hein. C'est transversal à toutes les disciplines. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un sport stratégique aussi. Il y a le choix de la perche, le sens du vent à prendre en compte. Et oui, on s'adapte avec les éléments, donc ce qui est aussi difficile. Après, c'est une partition. On répète, et une fois qu'on est réglé, si on est bien dans sa tête, tout peut passer. Et Jean, quelles sont les sensations à plus de 5 mètres de hauteur, 5,50 mètres pour votre part? Je peux même pas vous les dire. C'est un relâchement, c'est un bien-être en fait. Si vous le faites pas, vous pouvez pas savoir. Ouais, il faut tester pour savoir. Exactement, je vous invite quand vous voulez. Bon, l'invitation est notée. Merci beaucoup Jean Voloc d'avoir été notre invité ce soir et bonne continuation à vous. Merci, au revoir. En tennis, l'aventure de Valentin Vachereau à l'ATP 250 de Houston s'est arrêtée aux portes des 16e de finale. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis s'est incliné en 2-7, 7-6, 7-6 après une rencontre âprement disputée face au Suisse Richards. Ce parcours aux États-Unis reste prometteur pour Valentin Vachereau qui a en ligne de mire le Rolex Monte Carlo Masters. Il est l'heure de votre rubrique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christinda Temel. Ce soir Christinda, vous avez décidé de mettre en valeur la mobilité propre. Oui, et une fois de plus, c'est sur la promenade Honoré II que je vous retrouve, cette fois pour vous parler d'un concept bien particulier. Vous êtes nombreux à rouler 100% électrique aujourd'hui. C'est devenu un petit peu le moyen de locomotion indispensable sur les routes en principauté. Et aujourd'hui, c'est chez Monaco Bike que nous vous retrouvons. C'était il y a 5 ans. Et donc on a commencé en ligne à se faire connaître avec des vélos un peu spéciaux comme ceux-là avec les grosses roues. Et il y a 1 an, du coup, on a ouvert cette boutique sur Monaco. Alors le vélo électrique, c'était un peu une évidence? Sur Monaco, c'est vrai que c'est quand même mieux pour les déplacements. Il y a quand même pas mal de dénivelé. On force quasiment pas, les gens ils s'en rendent pas compte, mais c'est quasiment comme un scooter. Même en plein été, vous montez à la turbie. Il y a certaines personnes, je leur dis vous montez à la turbie sans problème. Ils sont impressionnés, mais vous pouvez faire encore plus de kilomètres. Bon, on fait un peu tout ce qui est mobilité électrique, vélo, skate, trottinette. Et on va faire toute la maintenance aussi, le SAV, que ce soit sur les trottinettes ou sur les vélos. Grâce au magasin, du coup, ça nous a donné un peu plus de maintenance à faire. Et c'est important pour nous de faire un suivi de nos produits. Quelles sont les différentes gammes de vélos que vous proposez? Alors, on va avoir des vélos plus classiques, des VTC, donc pour se balader en ville, pour aller un peu à la montagne. On va avoir des fat bikes, c'est des modèles un peu plus fun, donc assez confort avec des gros pneus. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on s'est fait connaître en partie. Et après, on a des petits vélos pliables aussi, qui sont sympas pour les bateaux, mais aussi pour les camping-cars, pour les déplacements, pour les gens qui partent en vacances. Et puis vous faites de la location également? Exactement, on propose un service de location. Donc on fournit un vélo électrique avec panier, antivol, casque. Et ça permet aux gens de sortir un peu de Monaco, d'aller vers Saint-Jean-Cap-Ferrat ou même de monter à la Turbie parce qu'ils ont une bonne autonomie. Et on propose aussi avec siège enfant. Et ça coûte combien pour louer un vélo? Alors 2 heures, on va être à 25 € et après c'est 45 € par jour, puis c'est dégressif suivant le nombre de jours. Ça permet aux locaux d'essayer les modèles sur 1 ou plusieurs jours et après soit ils passent le cap. Bon, en général, s'il y a essai, il y a achat. Le vélo électrique, c'est inné. Vous l'aurez compris, rouler à l'électrique aujourd'hui est indispensable pour notre planète, d'autant plus qu'avec un vélo, vous pouvez aller jusqu'à 25 km/h. L'autonomie est comprise entre 50 et 60 km. Donc, quoi de mieux que de s'offrir aujourd'hui un vélo électrique? Alors, Monaco Bike est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Il vous reçoit bien sûr pour vous présenter ses nombreux vélos ainsi que ses skates et ses trottinettes, mais également pour le service après-vente. Place à présent à notre grand format consacré au concert du week-end donné à l'occasion du festival Printemps des Arts. Au programme notamment l'œuvre de Camille Saint-Saëns, de la danse à l'époque de la Renaissance, du jazz et du swing.
De Nice à Monaco, découvrez ce Focus Info réalisé par José Sacré. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo nous a proposé du 29 au 31 mars un week-end pascal très musical avec pas moins de 6 concerts. Vendredi 29 mars au Théâtre de Nice, salle des Franciscains, une création mondiale, commande du festival au compositeur et chef d'orchestre Laurent Cugnot, un chant de la terre d'aujourd'hui, en référence au chant de la terre composé par Gustav Mahler en 1909. Pour cette première, Laurent Cugnot a dirigé son orchestre, TM+, avec Pauline Sikirchi, mezzo-soprano, et Benjamin Aluni, ténor. C'était vraiment un moment magistral. Alors c'était pas tout à fait une découverte pour moi parce que j'avais vu la partition que le compositeur m'avait envoyée gentiment, donc je l'avais lue et je savais qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de magnifique. Mais finalement ça a été au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. D'abord le public était très nombreux, la salle était quasiment pleine et pour une création qui dure 1h15 c'est quand même assez rare. Mais en plus il y a eu un engouement et vraiment une ferveur du public qui m'ont beaucoup touché et qui, parce que j'ai aussi des affinités très particulières avec Laurent Cugnot, ce compositeur et chef d'orchestre. Samedi 30 mars, place aux jeunes, avec une carte blanche au conservatoire, avec notamment The Aerophonics, orchestre d'harmonie de l'Académie Régnier III de Monaco, mais aussi avec la participation de l'École municipale de musique de Beau-Soleil, des conservatoires de Grasse de Nice et du Chœur des femmes du conservatoire de Vence. Le même jour, au musée océanographique, concert de musique baroque avec l'ensemble Unisoni, ensemble que l'on a retrouvé dimanche 31 mars dès 11h du matin à l'atelier des ballets de Monte-Carlo pour un atelier participatif mené par le danseur-chorégraphe Antonin Pinger. On disait à l'époque, de toute façon, si vous savez marcher, vous savez danser, donc tout le monde peut le faire. Antonin Pinger a proposé aux jeunes et moins jeunes, amateurs curieux, présents, un voyage dans le temps en les invitant à découvrir et à pratiquer les danses de bal du XVIe siècle, pavanes, gaillardes, allemandes, farandoles et rondes. Tout ça est une reconstitution, parce qu'on ne sait pas comment effectivement ils dansaient réellement. Donc on se base sur des textes, dont notamment l'orchésographie, qui est le premier texte regroupant la danse de Renaissance en France. Et on essaye d'après ça de reconstituer les pas et de voir si ça colle avec la musique ou non. Je suis un goinfre. Et j'ai faim! Le même jour l'après-midi, à l'auditorium Régnier III, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, de Charlotte Casiraghi et de ses enfants, concert famille. Un concert famille qui a permis de découvrir le carnaval jazz des animaux, d'après l'œuvre de Camille Saint-Saëns, adapté et interprété par The Amazing Keystone Big Band, avec Sébastien Denig récitant. Visiblement, ils ont envie de faire Cosette, mais ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je ne suis pas un bavard, je suis un loup, pas une pie. Tu n'as qu'à te déguiser, me recommande mon ami le lion. En fait, on s'est emparé de toutes les pièces qui composent le carnaval des animaux et on les a d'abord réorchestrées pour notre orchestre, parce qu'on passe de l'orchestre classique à l'orchestre de jazz, donc c'est pas exactement les mêmes instruments. Et puis, on a transformé ça en jazz, donc on a réécrit les mélodies, on y a incorporé de l'improvisation, mais on avait envie de raconter une histoire très drôle, un peu loufoque pour les enfants et les parents, accessible à tous, mais en la rendant disponible avec une histoire, un conte qui est raconté aujourd'hui par Sébastien Denig. Me voilà au cœur de la foule.
Le soir, les 17 cadors de cette turbulente machine à jazz qui est du Amazing Keystone Band ont rendu un bouillant hommage à leur maître, l'un de leurs maîtres, Count Basie. Ce journal touche à sa fin, mais avant cela, rejoignons Frédéric Elion pour la météo. Bonsoir Frédéric, quel temps fera-t-il mardi ? Grand soleil, Émilie, fini les averses et la pluie. Mardi, le ciel sera totalement dégagé, le vent soufflera toujours, mais de façon plus modérée et les températures vont grimper. 10 degrés prévus le matin et 20 l'après-midi. Mardi 2 avril, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Sandrines. C'est noté. Merci Frédéric. Un dernier mot avant de nous quitter. Sachez que 3 nouveaux invités sont venus enrichir la longue liste de personnalités de Monaco Info, le podcast. La présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy, l'ancien pilote de Formule 1, Thierry Boutsen, et l'adjointe au maire, Marjorie Crovetto, se sont confiés récemment au micro de Geneviève Berthy. Ces entretiens sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute sur Deezer, Spotify ou encore Ocha. C'est ainsi que s'achève ce JT. Je vous laisse découvrir les photos de fin de journal qui sont signées ce soir. Stéphane Dana, des plaisirs chocolatés en ces fêtes de Pâques. Excellente semaine à tous et à demain, 19h sur Monaco Info.